pour la Renault Kwid Outsider. Attends, tu veux dire la pub ? Novo Renault Kwid Outsider, o SUV dos compactos. Oui, celle-là, et tu as raison, c'est pas juste une excellente pub, c'est LA pub. Elle se base avec compétence et brio sur la série des années 80 Donjons et Dragons. Tu t'en rappelles ? Bien sûr, une série sympa qui raconte les aventures au jour le jour de jeunes du monde réel qui essayent de survivre dans un environnement de fantasy tout en cherchant à retrouver le chemin de leur monde. Cette série a plein de qualités, mais un défaut rédhibitoire, celui de n'avoir pas de fin. Jusqu'à ce que cette pub en fasse une. Et c'est là son génie, car elle a réussi à être extrêmement satisfaisante à regarder pour les fans et a littéralement comblé le manque de fin de Donjons et Dragons qu'il y avait dans leur imaginaire depuis des années. Combler le manque de fin ? Comment te dire ça ? C'est une pub. Oui, c'est une pub, mais elle a été écrite dans le plus grand respect des codes de la série d'origine, et si elle avait été dessinée, on aurait pu croire à un début d'épisode jusqu'à ce que la voiture arrive dans le cadre. Pour le respect, ok, mais ça suffit pas à considérer ça comme l'épisode de fin de la série inachevée des années 80. Non, ça ne suffit pas, et d'ailleurs, elle ne s'en contente pas. Ce qui fonctionne réellement, c'est que la pub s'efforce d'avoir toutes les qualités d'une bonne fin de série à statu quo. De série à statu quo ? Quand nous décrivons une série, nous avons tendance à dire « c'est une série à suivre »,« c'est une série pas à suivre » ou « c'est une série semi à suivre ». Mais en réalité, il peut être pertinent de les classifier autrement. Il y a celles dont les épisodes racontent chacun une histoire individuelle et sont totalement indépendants les uns des autres, sans conséquences les uns sur les autres car ne se passant pas dans la même continuité, ce sont les séries d'anthologie. Puis il y a celles dont les épisodes racontent une seule et même histoire, découpée en portions de 20 minutes qui doivent impérativement être vues dans l'ordre sinon on pige plus rien, ça ce sont les feuilletons. Et enfin, il y a les séries à statu quo. Les séries à statu quo, c'est les séries où une situation stable a été posée au début ou avant le début, un super ordinateur détient une fille virtuelle en otage, un héros essaye de réduire la criminalité dans sa ville en se déguisant en chauve-souris, deux enfants essayent de trouver comment occuper leurs vacances d'été, et chaque épisode racontera l'aventure du jour qui découle de ce statu quo. Dans ces séries, il y a souvent de subtils éléments de chronologie qui font qu'on est perturbé quand un épisode est mal placé dans le listing. Mais on peut commencer par n'importe lequel et les voir dans le désordre sans être largué, car ces épisodes ont fondamentalement été pensés pour être des histoires indépendantes, même si elles sont à la suite les unes des autres. Un statu quo n'est pas forcément une histoire, et ces séries racontent parfois simplement la vie quotidienne d'un groupe de personnages sans véritable conflit central en toile de fond. Mais c'est un peu léger pour tenir plusieurs saisons ce genre de choses, ce qui fait que les héros de séries à statu quo ont souvent un objectif, la situation de départ est souvent un problème, et par conséquent, le fait que ce problème ne soit jamais résolu, que cet objectif ne soit jamais atteint, ça devient frustrant au bout d'un moment, et on commence à ressentir le besoin d'une fin. Donjons et Dragons est dans ce cas. Et donc, le génie de la pub pour la Renault Kwid Outsider, c'est non seulement de combler ce besoin d'une fin, mais de le faire le plus efficacement possible avec les recettes les plus efficaces. L'issue présentée est celle qu'on attendait et voulait, le problème insoluble des héros est résolu par l'introduction d'un élément exceptionnel et inédit, qui n'était pas là avant et justifie du coup que le statu quo n'ait pas pu évoluer avant son arrivée, on prend bien le temps de laisser chaque personnage jouer un rôle et faire preuve de ses compétences dans le dénouement, faisant le bilan du type de personnage qui sont tous, par quoi ils sont passés, et prouvant par là qu'ils ont mérité leur victoire, et on n'oublie pas de rajouter un cliffhanger faible à la fin de la pub, qui pourrait faire rebondir l'histoire sur une suite juste au cas où, mais pourrait passer pour une illusion d'optique s'il n'y en a pas. Là où un feuilleton a un scénario évolutif qui peut donc se terminer un peu n'importe comment au gré des rebondissements, les séries à statu quo sont un type de narration très spécifique, qui appelle des types de fins plus clairement définis ou plutôt des recettes standards pour sortir d'un statu quo, qui peuvent éventuellement être combinées entre elles. Nous avons essayé de relever les disques qui nous ont semblé les plus intéressantes à commenter et allons analyser à chaque fois quel intérêt cette recette peut avoir pour clore la continuité d'une série non feuilletonnante. Pour vous en exclusivité dans ces dessins animés là qui méritent qu'on s'en souvienne, voici notre top 10 des recettes de fin qu'on peut donner à ces séries à statu quo qui pourraient durer indéfiniment mais qu'il faut bien qu'elles s'arrêtent un jour. Recette de fin numéro 10, pas de fin. La plupart des séries à statu quo, notamment un peu anciennes, n'ont pas de fin. Toujours, par définition, c'est parce qu'elles se sont arrêtées avant d'en avoir une. Parfois, c'est aussi parce qu'elles n'en avaient pas besoin. Enfin, ça, c'est pas complètement sûr. Comme on disait au début, un statu quo, ce n'est pas forcément une histoire. Quand ça l'est et qu'il n'y a pas de fin, tout simplement, c'est parce que la série n'a pas eu le succès escompté et s'est terminée prématurément, ou alors au contraire parce que le staff a plutôt pris la décision de renouveler les aventures indéfiniment jusqu'à ce que le public se lasse. Ce qui de nos jours aboutit généralement à ce qu'on fasse quand même un épisode de fin pour la forme, mais pas nécessairement dans les années 80-90. Mais quand ce n'est pas une histoire, quand c'est simplement un contexte dans lequel des conflits épisodiques émergent, il n'y a pas de nécessité que ce contexte évolue, si ? Au revoir.
Si le contexte c'est la famille des Barbapapa vit en autarcie dans une maison en barbaplastique avec ses chiens, ses oiseaux, ses animaux et ses humains de compagnie François et Claudine, il n'y a pas de nécessité que ça évolue avec le temps. Bon, on peut se poser la question de pourquoi des enfants nés dans les années 70 sont encore enfants à l'époque des iPads, mais bon, il s'agit d'une autre espèce dont on ne connaît pas la longévité, et comme je disais dans ma vidéo à ce sujet, il s'agit probablement d'individus adultes qui prennent juste une taille enfant pour profiter des joies de l'enfance. Mais bref, ça peut durer éternellement tant qu'on a des idées d'épisodes. Mais est-ce que c'est une bonne chose ? Mettre en place un contexte qui puisse rester le même ad vitam aeternam sans que ça devienne frustrant ou perturbant, c'est pas si simple au final. Si Batman passe trop d'années à combattre le crime à Gotham, lui et le spectateur finiront par se demander si ce qu'il fait sert à quelque chose, vu que ça n'améliore jamais la situation à long terme. Si les habitants de South Park vivent une vie tranquille pendant des années, au bout d'un moment on finira par se demander pourquoi les enfants ne grandissent jamais alors qu'ils ont vécu plusieurs fêtes de Noël. Si Phineas et Ferb occupent tranquillement leurs vacances d'été, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a plus d'épisodes qu'il n'y a de jours dans 3 mois de vacances d'été. Si Ezan et ses amis profitent tranquillement de leur scolarité à l'école des ninjas, au bout d'un moment on finira par se demander pourquoi il ne passe pas en classe supérieure. Si la série ne dure pas trop longtemps, tout va bien. Si elle dure, il deviendra de plus en plus compliqué de contrecarrer le besoin de fin qui monte peu à peu au fur et à mesure que les épisodes s'enchaînent. C'est ballot, parce que l'intérêt de ne jamais finir sa série à statu quo, c'est justement de pouvoir la prolonger autant de temps qu'on veut, voire de pouvoir la reprendre 20 ans après si le cœur nous en dit. Bah oui, mais justement le problème c'est que tout change avec le temps. Les auteurs, le public, l'époque. Ce changement oblige les séries à se dénaturer et à perdre leur cohésion, ne serait-ce qu'en termes d'état d'esprit. C'est d'autant plus visible quand une série revient après un long moment d'absence. D'une manière générale, faire durer sa série éternellement, ce n'est pas une bonne idée. C'est toujours mieux de s'arrêter avant de se gâcher. Et c'est pourquoi, même dans une série à statu quo où une fin ne serait a priori pas nécessaire, en avoir une est quelque chose de très précieux. D'autant plus précieux que c'est toujours rare à l'échelle de l'ensemble des séries qui existent. Mais du coup, comment on termine un statu quo ? De deux choses l'une. Soit le statu quo comporte un problème intrinsèque, et ce problème se résout, et ce sera donc une fin de type victoire, soit il ne se résout pas parce que les auteurs le voient plus comme un contexte et n'ont pas envie de le résoudre, ou bien il n'existe pas, et alors, on se débrouille plutôt pour que l'épisode de fin soit suffisamment particulier pour que le spectateur ait le sentiment qu'on lui a dit au revoir. Ce sera les fins de type adieu. Les victoires sont les fins les plus intuitives, intéressons-nous d'abord à elles. Recette de fin numéro 9, exactement comme prévu. Au-delà du fait que la plupart des intrigues peuvent se terminer simplement par la défaite du méchant, la forme exacte que prendra la fin n'est pas nécessairement prévisible. Souvent, la situation entre les héros et les méchants stagne un peu sans raison précise, et les conditions de victoire des gentils ne sont pas si claires. Dans ces cas, la fin, quand elle existe, a tendance à ressembler à celle des feuilletons dont le scénario est évolutif. Mais il y a toute une catégorie de séries où le statu quo, c'est-à-dire l'impasse dans laquelle les héros sont avec la force opposante à l'origine de l'intrigue, est justifié par le fait qu'une condition très spécifique doit être remplie pour que la situation se débloque d'un coup. Matérialiser Aelita, trouver les 13 pierres de la loi, découvrir l'énigme d'Alan, absorber le savoir des Jetator, trouver le royaume d'Hadès. Parfois, l'épisode de fin, c'est tout simplement l'épisode où cette condition est remplie exactement comme prévu, et l'histoire se termine exactement comme prévu. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est au final assez rare les séries qui ont l'audace de se terminer exactement comme prévu. On se sent toujours obligé d'ajouter des changements de statu quo de dernière minute, ou des conditions supplémentaires imprévues, ou de révéler que l'objectif de départ était pas le bon et qu'il faut en changer. Car terminer sa série exactement comme prévu, c'est plus audacieux que ça le paraît. Ça veut dire assumer que l'intrigue n'est ni plus ni moins que le pitch présenté au début. Et si ta série a duré plusieurs saisons, le fait de la faire se terminer exactement comme prévu peut avoir un effet tout ça pour ça qui rebutera ton spectateur. Effet assez facile à contrer en associant ce type de fin à l'une des recettes de type adieu qu'on décrira plus tard. Terminer la série comme prévu a l'immense avantage inaltérable de tenir la promesse faite au spectateur en début de série. On nous a dit qu'Alan rentrerait dans son monde au moment où il résoudrait son énigme, du coup, le jour où il résout son énigme, il rentre dans son monde. C'est confortable, c'est rassurant, et ça fait que tous les efforts investis par les personnages durant la série ont un sens et ont servi à quelque chose. Que demande le peuple ? Il demandera peut-être à ce qu'on justifie pourquoi la série a duré un certain nombre d'épisodes, vu que la fin pouvait arriver n'importe quand. On devra sans doute prendre garde à rendre crédible le fait que quelque chose qui n'était pas réalisable soit soudain réalisable. À moins d'avoir introduit l'élément de résolution longtemps en amont. Mais dans ce cas-là, il faut une mise en scène assez habile pour qu'on ne le remarque pas. Quand nous avons regardé Monk, qui est une série live, et qu'on a introduit assez tôt, trop tôt pour moi en tout cas, ce paquet cadeau qu'Adrien Monk se refuse à ouvrir parce que c'est le dernier cadeau que lui a fait sa femme avant de mourir, j'avais dit « J'espère que ce paquet ne contient pas l'indice décisif pour élucider son meurtre, parce que sinon ça va m'énerver. » Et c'est ce qui s'est passé. Exactement comme prévu. Bah, peut-être que du coup, baser la résolution du statu quo sur un élément totalement imprévu, c'est moins casse-gueule. C'est sûr, mais l'imprévu c'est comme tout, il faut que ce soit fait correctement. Recette de fin numéro 8, Deus Ex Machina.
Certaines séries, donc, justifient la résolution du statu quo en la fondant sur l'introduction d'un élément exceptionnel, assez puissant pour briser les codes de l'univers et de la série. Pas forcément un dieu introduit par une machinerie très élaborée, mais vous voyez l'idée. Un truc vraiment extraordinaire, qui change la donne du tout au tout en apparaissant, permettant au statu quo de prendre subitement fin alors que c'était pas possible plus tôt. Genre, le système multi-agent de Jérémy à la fin de Code Lyoko? Le système multi-agent de Jérémy est le résultat d'un travail de recherche et d'exploration mené par les héros pendant 4 saisons. Je ne le compterai pas comme un Deus Ex Machina. L'intervention de Franz Hopper compte davantage, et elle n'est pas décisive. C'est vraiment un travail de longue haleine qui permet de résoudre le statu quo de Code Lyoko. Non, la solution doit être inattendue, improbable et surnaturelle pour être qualifiée de Deus Ex Machina. Le terme Deus Ex Machina est en général connoté plutôt négativement dans le vocabulaire des critiques, mais ce n'est pas une recette mauvaise en soi. Comme beaucoup de choses, ça peut être bien ou mal utilisé. C'est très délicat de sortir une intervention divine du chapeau comme ça, mais ce n'est pas infaisable. Ce qui marche généralement assez bien, c'est d'avoir introduit ou annoncé les êtres surnaturels longtemps en amont de la résolution, ou un peu en amont. Si on s'y prend correctement, l'intérêt de finir sa série à statu quo par un Deus Ex Machina est qu'on peut conclure la série sur une note crédible et en même temps justifier qu'elle ait duré aussi longtemps alors que la solution était trouvable. Elle était trouvable, mais extrêmement rare, et il fallait que les héros tiennent toute une série pour avoir une chance que l'événement décisif se produise par hasard au bout d'un moment. Je caricature. Parfois, le Deus Ex Machina est une récompense explicite à la persévérance des héros. Mais c'est un peu ça, l'idée derrière un Deus Ex Machina réussi. L'apparition du Deus Ex Machina peut être l'occasion d'un changement irréversible, d'une espèce d'apothéose qui n'a pas d'impact que sur les protagonistes de l'histoire, mais induit un bouleversement pour l'univers entier, ou pour la perception qu'on en a, ce qui dans la fiction revient au même. Lors d'une apothéose, toutes les questions de l'univers trouvent leur réponse, et il n'est plus possible pour un auteur de surenchérir dessus, plus rien ne pourra être raconté. Ça a le mérite d'être une vraie fin, une vraie conclusion, même quand il n'y avait pas vraiment d'histoire, même quand il n'y avait pas vraiment de victoire bien déterminée à remporter pour les héros. Un autre moyen pour une série à statu quo d'avoir une vraie conclusion est de remporter la victoire, mais en payant le prix. Recette de fin numéro 7, bémol. La fiction ne doit pas être vaine, donc il est important que les victoires y soient remportées. Pour autant, les séries sont réticentes à se terminer sur une victoire totale où tout est résolu et où tout le monde est heureux. Ça pose aux auteurs un problème matériel et un problème sur le fond. Le problème matériel, c'est que ça ferme la porte à la possibilité de faire une suite, même dans un univers relativement riche. Le problème de fond, c'est que même quand une victoire est remportée de la façon prévue, elle ne doit pas être remportée sans effort. Donc on se dit souvent que c'est mieux si elle a un coût, si possible immense, voire incommensurable. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des fins douces amères, avec un dénouement porteur de promesses, qui tend vers des jours meilleurs, mais entaché par un deuil grave et profond. Interrogé immédiatement après avoir vu cette fin, le spectateur dira sans doute « ça finit mal ». Mais ça ne finit pas mal. Ça finit bien pour tout le monde sauf pour les héros, ou alors, même si le monde a été détruit dans la foulée, les conditions sont rassemblées pour en construire un meilleur que le précédent. Si l'histoire finit réellement mal, ça veut juste dire qu'elle n'est pas finie. Et l'élément d'amertume peut précisément être introduit dans le but de justifier rétrospectivement que la série n'est en fait pas finie quand on fera une saison suivante. Dans ce cas, il ne prend généralement pas tant la forme d'un sacrifice que d'un cliffhanger faible. Le méchant a été neutralisé, mais il s'est enfui ou a survécu, un ou deux mystères n'ont finalement pas été résolus, des éléments inquiétants ou intrigants, mais suffisamment anecdotiques pour que la fin reste une fin. Ces deux types de bémols ne sont pas identiques. Même si on la trouve dans les séries à statu quo, la fin douce amère concerne davantage les feuilletons dont le format est plus propice à mettre en scène les enjeux qui vont justifier que la victoire est un énorme coup, tandis que les cliffhangers faibles sont un truc de série à statu quo, même si on en trouve dans les feuilletons, car ils sont propres à régénérer un statu quo à partir de la fin. Mais ils sont semblables au sens où ils se recoupent parfois, et au sens où ils présentent les mêmes défauts. Pour preuve, le roman Le Mystère de la Chambre Jaune a clairement les deux de manière interconnectée, ça a permis de justifier une suite. La série Mystery Lane a quelque chose de semblable, et seul l'avenir dira si elle aura une saison 2. Leur défaut commun est que le bémol peut donner l'impression d'être gratuit. Une fin douce amère a l'avantage de donner du poids aux événements, mais implique généralement de déprimer son spectateur un bon coup. L'équilibre entre négatif et positif, dont nous avons déjà dit qu'il était nécessaire, est donc délicat à atteindre. Déjà, il faut être sûr que ce qui est positif sur le papier l'est réellement. Cybertron couverte de plantes parasites qui ruinent définitivement toutes les infrastructures viables pour les héros, je sais pas si ça valait la peine qu'Optimus meure pour ça. Non, je parle pas de ça. Il ne faut pas que ce choix soit gratuit. Les auteurs confondent parfois négativité et maturité, et sentent obligés de faire une fin douce amère pour avoir l'air intelligent. Une fin douce amère n'a d'intérêt que si elle a du sens. Le coût incommensurable de la victoire, il faut l'avoir préparé en amont. Il faut que le statu quo ait été présenté comme suffisamment solide pour qu'un gros sacrifice soit nécessaire pour le renverser. Sans aller chercher des cas aussi extrêmes que la série Green Lantern, il y a des séries comme Kids Next Door où on sort du chapeau des événements négatifs pour aboutir, ou pas, à une situation finale sortie de nulle part.
En fait, on pourrait dire que c'est pas une fin douce amère, mais une fin douce amère. Et donc, les cliffhangers faibles ont le même problème. Il faut doser ce qu'on laisse en suspens, sinon ça a l'air gratuit. Le destin d'Antea Hopper, les détails du projet Carthage, c'est pas des choses qu'on a impérativement besoin de connaître. Par contre, couper sur Zuko qui demande « Où est ma mère ?», sans montrer le contre-champ où Ozai lui répond « C'est juste un troll pour nous faire acheter la suite alors que l'histoire est finie ». Un bémol permet de conclure la série quand elle a un enjeu spécifique nécessitant d'être traité un jour ou l'autre. Mais dans les cas où le statu quo peut s'accommoder d'un nombre infini d'épisodes et où la série peut s'arrêter n'importe quand, il est nécessaire de donner une vraie particularité au dernier épisode qui permette de l'identifier comme étant le dernier, même si son scénario de base est semblable à tous les autres. Ce sont les recettes de fin qu'on classera dans la catégorie des adieux aux spectateurs. Ces fins où, en plus de ou plus que la résolution du conflit qui agite les héros depuis le début de la série, c'est la mise en scène qui permet d'identifier la fin comme étant la fin. Dans cette grande catégorie, on trouvera plusieurs sous-types. Recette de fin numéro 6. Arrêt du statu quo. C'est exactement ce que c'est. Des fois, le statu quo s'arrête juste, sans qu'aucun des personnages n'ait provoqué son arrêt, juste un concours de circonstances extérieures. Les vacances sont finies, ou commencent, les héros changent de statut, ou meurent, ou sortent enfin ensemble. Il n'y avait pas de raison que ça arrive à ce moment-là plus qu'à un autre, ça arrive tout court. Ce n'est pas incompatible avec une fin de type victoire. Il arrive que le statu quo soit articulé autour d'un conflit central mais stable, qui n'a pas de raison d'évoluer à moins qu'une condition unique pouvant être remplie n'importe quand soit remplie. Cette victoire peut être préparée sur plusieurs épisodes, mais elle peut arriver ce jour-là presque par hasard, parce qu'il fallait bien que ça arrive un jour, alors pourquoi pas aujourd'hui ? Ce qui caractérise ce type de recette, ce n'est pas tant son contenu, qui peut se recouper avec celui des autres recettes, mais l'intention derrière. Puisque la série est définie par un statu quo et qu'elle s'arrête, autant que le statu quo lui-même s'arrête dans le dernier épisode. Le côté aléatoire de cette irruption du dénouement dans une situation qui semblait tout à fait stable rend la recette un peu délicate à utiliser. Pour satisfaire le spectateur, il peut être nécessaire d'associer ce type de fin à une autre recette, histoire d'en faire quelque chose de plus marquant. On y reviendra. Un arrêt statu quo n'est pas nécessairement une conclusion. Dans une série avec un enjeu central, l'arrêt du statu quo, ça peut juste vouloir dire que la situation change radicalement, et que les codes de la série ne pourront plus être les mêmes par la suite. Mais en pratique, la série s'arrête. Parce que, simplement, l'arrêt du statu quo, qui aboutit à un cliffhanger, est le champ du signe d'une série qui n'avait pas forcément le succès suffisant pour continuer, mais voulait quand même marquer le coup dans son épisode de fin. C'est très fréquent. Et si des séries comme Code Lyoko ont pu continuer après l'arrêt de leur statu quo en partant sur un nouveau statu quo altéré, beaucoup d'autres se terminent sur un cliffhanger pas faible, contrairement au point précédent, mais qui reste une conclusion au sens où c'est la fin d'une situation, dont les conséquences sont simplement laissées à l'imagination du spectateur. C'est pas très satisfaisant, mais c'est un type de fin. Quand un arrêt du statu quo est une conclusion, il y a moyen de le rendre satisfaisant, mais il y a quand même des conditions. Pour que ça fonctionne, il suffit de veiller à ce que l'arrêt du statu quo n'interrompe rien, ne laisse rien d'inachevé derrière, ne laisse en suspens aucune question du genre « Oui, mais vu que Thémis et Noumaïos viennent d'une autre planète, ça veut dire qu'une fois que les portes du royaume d'Hadès seront franchies, Thémis et Télémaque devront définitivement se séparer, non ?» Il faut ouvrir sur quelque chose de satisfaisant, quoique conclusif. La promesse d'une vie de bonheur pour les héros, ou la paix enfin trouvée. Parce que bon, il faut se rappeler que le but d'une fin est de satisfaire les spectateurs, non ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Recette de fin numéro 5. Fausse fin trollesque. Oui bon, reconnaissons-le, des fois, la série fait semblant d'avoir un épisode de fin. Un épisode où on annonce au début que le personnage va déménager ou mourir, et du coup c'est l'occasion d'avoir des scènes d'adieu très émouvantes qui font beaucoup pleurer, sauf que finalement non, fausse alerte, le statu quo est sauvé à la dernière minute. C'était une blague, c'était une blague. Du coup, il n'y a pas de fin. Mais c'est comme si on en avait une, alors on est content. Paradoxalement, ces fausses fins trollesques fonctionnent d'autant mieux si elles sont réellement la fin. Bien que je me réjouisse de l'existence de la série Le Petit Dinosaure à cause de ce qu'elle apporte thématiquement à la franchise, le fait qu'il y ait 4 films plus 26 épisodes après la très belle chanson de fausse fin qui conclut le film 10, ça casse un peu l'effet. Bon, le film 10 était déjà assez faible par ailleurs. Mais cet exemple est parlant. La fausse fin trollesque n'est pas nécessairement un gag. Ça peut être un aperçu sérieux de ce que vivraient les héros si leur statu quo devait s'arrêter. Elles ont aussi parfois pour avantage de donner un avant-goût de la fin qu'il n'y aura jamais, ou d'un épilogue auquel on n'assistera pas forcément, et oui, il y a 2 fausses fins trollesques dans Raon, ne m'interrompez pas. Notons que ces épisodes sont rarement en dernière position dans le listing. Il devrait. C'est une occasion de conclure sans conclure, en tout bien tout honneur. Ce dont c'est l'occasion, c'est surtout d'un truc qu'on ne fera pas uniquement dans le cadre de ces fausses fins trollesques. En fait, d'un truc qu'on fera presque systématiquement dans n'importe quel type de fin. Recette de fin numéro 4. Bilan. Ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Un épisode de fin, c'est avant tout l'occasion de... Faire le bilan, calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Rien qu'avec cette rêve, tu viens de convaincre tout le monde que tu as effectivement 50 ans. J'en suis pas si loin, mais c'est pas le sujet.
Quelle que soit la recette que vous ayez choisie pour votre épisode de fin, vu que c'est votre dernier épisode, vous allez en profiter pour rappeler ce que c'était votre série. Vous allez d'autant plus faire ça que votre série est une série à statu quo et que vous ne pouvez pas compter sur l'intrigue elle-même pour faire ce rappel. Non seulement on va saisir toutes les occasions de rappeler les règles de la série, faire écho à des éléments du début de la série et aux événements qui s'y sont déroulés, mais en plus on va en profiter pour faire des flashbacks, ce qui est pratique parce que ça permet de recycler les images à moindre frais. Ou pas. Ça peut être en soi un marqueur de fin de série, et ce, que le bilan soit explicite, comme dans Charles Hack où la série se conclut par une commémoration des 52 épisodes qui viennent de s'écouler, ou implicite, comme dans le Secret Show qui établit simplement une symétrie entre le premier et le dernier épisode. Ça permet de faire comprendre aux spectateurs que c'est bien le dernier épisode, même si rien ou pas grand chose ne va changer dans l'avenir proche des personnages. Ça peut servir de pis-aller en l'absence d'une vraie fin, pour tout de même achever la série sur une note un peu conclusive. Mais ça peut aussi accompagner d'autres recettes de fin, auquel cas ça a l'avantage d'enrichir celles qui sont un peu simples, comme quand la série se termine exactement comme prévu ou sur un arrêt du statu quo. D'une manière générale, ça semble quand même être un rituel dont on ne peut pas faire l'économie. On vient tout de même de passer toute une série avec ces personnages, cette situation. Le bilan est nécessaire pour rendre hommage à tout ce temps passé avec eux. Il manque dans les séries qui n'ont pas de fin, même quand rien ne nécessitait une fin. Et si de bilan se passe et qu'on veut conclure sans toucher au statu quo, il y a toujours d'autres astuces pour rendre son dernier épisode plus impactant que n'importe lequel. Recette de fin numéro 3. Twist. Celle-ci va être rapide à présenter, d'autant qu'elle n'est pas si courante, mais l'idée est suffisamment brillante pour mériter sa place dans ce top 10. Il s'agit de profiter de ce dernier épisode pour révéler, sans nécessairement impacter le statu quo, un élément qui était présent à notre insu depuis le début de la série et qui change du tout au tout la perception qu'on en a. C'est pas forcément un élément important. Le gros exemple que nous ayons à l'esprit est Montana Jones, dont la fin surprend d'autant plus qu'on ne s'attendrait pas du tout à ce qu'il y en ait une. Nous ne l'avons pas spoilé dans notre vidéo sur la série, mais c'était il y a des années, et si vous regardez un top 10 sur des recettes de fin, vous vous attendez probablement à des spoilers. Donc voilà, dans Montana Jones, les héros, Alfred et Montana, prennent leurs ordres d'un personnage qu'on ne voit jamais mais qu'Alfred connaît bien et qui s'appelle le Dr Garrett. Leur sidekick féminine, Melissa, voyage autour du monde avec son père diplomate qu'on ne voit jamais non plus, mais qu'elle serait évidemment capable d'identifier en le voyant. Bon, ces deux personnages sont le même. C'est rien du tout. C'est une surprise pour tout le monde, mais elle est plus à destination du spectateur que des personnages, qui encore une fois se seraient rendu compte de ça tout de suite si le mec s'était présenté devant eux en personne pendant qu'ils étaient tous ensemble. Et donc, rien que cet état de fait, ça suffit à ce que l'épisode de fin soit un bon épisode de fin. Bon, il est très rare qu'une révélation n'ait aucun impact concret sur les événements. Découvrir qu'il y a une raison à la phobie des araignées de Norman dans Mighty Max, que c'est pas juste un gag, ça s'inscrit dans le contexte d'une grande péripétie de fin qui aboutit, pas à la fin du statu quo justement parce que... Bon, c'est un exemple à la noix, peu importe. Souvent, découvrir quelque chose qui change notre perception de la série est la cause ou la conséquence d'un événement important dans l'intrigue elle-même, voire de très très important. Mais ce que prouve l'exemple de Montana, c'est que le twist est en lui-même une révolution suffisante pour conclure une série à statu quo, car il transforme notre point de vue sur l'ensemble du statu quo, donc transforme le statu quo tout court en termes de connotation pour le spectateur, même quand il n'y met pas fin. Ce qu'on avait l'habitude de voir d'une certaine façon depuis le début de la série, on va être obligé de le regarder autrement désormais. Désormais, c'est-à-dire pendant les 5 minutes restantes, puisque c'est le dernier épisode. Et aussi chaque fois qu'on re-regardera les épisodes, car c'est aussi à ça qu'on reconnaît une fin, au fait qu'elle modifie le regard qu'on porte sur la totalité de l'œuvre. On n'est plus le même spectateur une fois qu'on a vu la fin. Et clairement, quand on voit un épisode comme le dernier de Montana Jones, on n'est plus le même spectateur. Alors, pour faire une fin comme ça, attention quand même à ce que la révélation en question soit suffisamment anecdotique pour que la série ne nous donne pas l'impression de nous avoir menti sur la marchandise pendant tout ce temps. Cette recette est peu utilisée, donc rarement mal utilisée, mais toujours très marrante à relever. Ce qui est plus fréquemment utilisé, c'est la recette suivante. Recette de fin numéro 2, méga péripétie. C'est en fait la solution la plus évidente quand on veut faire un dernier épisode impactant. Le statu quo ne s'arrête pas en soi, mais la péripétie du jour est d'une ambition telle qu'il ne sera pas possible de faire mieux après. Terry McGinnis a rencontré la Ligue des Justiciers, Peter Pan a failli grandir et faire disparaître le pays imaginaire, Cobra a tué Hitler... Bref, on peut quitter la série sans regret, elle a atteint son plein potentiel. L'ambition n'est pas forcément dans la gravité de l'anecdote du jour. Le dernier épisode de Silverhawks raconte un bête attentat comme Monster en fait tous les 4 matins. Mais pour une fois, cet affrontement implique la totalité des héros contre la totalité des méchants. Et ce, devant l'ensemble des civils de la galaxie de Limbo pour servir de public. Quant au dernier épisode de la saison 1 de Sonic Boom, il raconte un bête complot des méchants, mais il introduit Shadow en mode fanservice archi assumé. La recette de la méga péripétie n'est pas uniquement utilisée pour terminer la série sans la terminer. Elle peut être utilisée aussi pour rendre plus intéressante la fin qui est
exactement comme prévu, ou celle qui consiste juste en l'arrêt du statu quo. Il faut dire que la fin est souvent également le film de la série, ou quelque chose qui en tient plus ou moins lieu. Il n'est d'ailleurs pas nécessairement placé en fin de listing, mais est clairement en fin de chronologie, ou du moins a avantage à être considéré comme tel. Quoi qu'il en soit, le grand format impose un degré d'ambition plus élevé que dans un épisode classique, tant sur les enjeux de l'intrigue que sur la mise en scène. Pas que, si on a choisi de terminer sa série à statu quo sur la victoire des héros, c'est plus satisfaisant et plus crédible si cette victoire est remportée au moyen d'efforts plus intenses que d'habitude. Donc à défaut de finir sur une fin douce amère, on peut au moins faire en sorte de finir sur une méga péripétie qui souligne le fait que la résolution du statu quo, ok, c'était possible, mais fallait bosser dur pour ça. Et sur un double épisode de conclusion, s'il vous plaît. Le fait qu'une méga péripétie accompagne ou non une fin de statu quo dépend de plusieurs paramètres. Déjà, le fait qu'il soit ou non nécessaire de terminer l'intrigue, voire qu'il y ait ou non une intrigue à terminer. Dans les séries de super-héros par exemple, on est souvent dans un entre-deux de ce point de vue. Ensuite, l'espoir ou non qu'a le staff de faire une saison suivante. Vous croyez qu'on entendra encore parler d'eux? Ça dépend. On a signé pour une autre saison? Mais indépendamment de la résolution du statu quo, la méga péripétie peut être l'occasion d'une apothéose. Les personnages vivent un événement mystique ou spectaculaire qui change carrément les règles du monde dans lequel ils évoluent. Nanami rencontre Dieu, les deux mondes de Sonic X se séparent définitivement, l'humanité reçoit une promesse d'ascension pour les générations futures. En somme, oui, la série peut s'arrêter n'importe quand, mais pas n'importe comment. Qu'on mette fin au statu quo ou pas, qu'on tire une conclusion ou pas, on fait cadeau aux spectateurs d'un dernier épisode qui en jette, en met plein les mirettes, et laisse sur une impression globale particulièrement marquante. Cependant, malgré cette bonne impression globale, il arrive que ce spectateur pose encore la question qui fâche. Et après? Recette de fin numéro 1. Départ pour de nouvelles aventures. Y a pas de après. L'histoire est finie. Finie, on vous dit. D'accord, c'était pas une histoire, c'était un statu quo. Mais arrêtez d'insister, c'est fini. Enfin, c'est fini pour nous. Pour les personnages, ce n'est pas fini. Ils vont entamer une nouvelle aventure hors cadre. Nouvelle, c'est vite dit. Des fois, l'aventure qu'ils entament est similaire à celle qu'ils viennent d'achever. C'est juste que les cartes ont été rebattues. Ou pas. Nouvelle ou similaire, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que ce qui se produira après la fin ne sera pas la suite. On n'est pas sur un cliffhanger laissé en suspens suite au peu de succès de la série. Ce qui se produira après est réellement une nouvelle situation, une nouvelle histoire, un nouveau statu quo, complètement séparé de celui qu'on vient de conclure. Si les personnages ne sont pas morts à la fin de la série, c'est assez logique qu'ils continuent leur vie, et que cette vie n'ait rien à voir avec celle qu'on les a vus vivre tant que le statu quo durait. C'est assez logique, et surtout c'est rassurant. En tout cas, le héros part pour de nouvelles aventures. Là encore, c'est délicat à réussir, car la frontière entre le cas départ pour de nouvelles aventures et le cas mère de Zuko est mince. Pour citer un exemple que tout le monde connaît, c'est parce que le départ pour de nouvelles aventures de Retour vers le futur a été réinterprété comme un cliffhanger faible que le premier film a pu être transformé en trilogie. Ce que vous nous connaissez, nous déplorons. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faut correctement contrebalancer l'aspect frustrant de laisser ces aventures se dérouler hors cadre par son aspect indispensable, afin que le spectateur soit à l'aise avec l'idée de quitter les personnages à ce stade précis de leur carrière. Encore une fois, du coup, c'est plutôt un type de fin qu'on trouvera dans les feuilletons. L'aspect feuilletonnant est plus propice à délimiter ce qui fait partie de l'histoire et doit être raconté de ce qui n'en fait pas partie et doit rester hors cadre. Il arrive tout de même aux séries à statu quo d'utiliser cette recette. L'histoire est finie, mais pas les héros, et ils entament une nouvelle histoire hors cadre. L'intérêt est que le spectateur n'a pas à être triste de quitter les personnages. Il sait qu'ils vont continuer leur vie de leur côté, et probablement y être heureux. Voilà, c'était notre top 10 des recettes de fin qu'on peut donner à ces séries à statu quo qui pourraient durer indéfiniment mais qu'il faut bien qu'elles s'arrêtent un jour. Il y en a bien d'autres, mais elles se recoupent, et au final, toutes auront sans doute un ou deux aspects communs avec celles qu'on a listées. C'est le cas de l'épilogue dans un lointain futur par exemple. Le problème des séries à statu quo, c'est que comme il n'y a pas forcément d'histoire, leur trouver une conclusion et faire en sorte qu'elle colle bien avec le reste de la série, c'est un défi en soi. Les feuilletons se construisent plus ou moins grâce à leur fin. Les séries à statu quo peuvent se payer le luxe d'être un peu plus hasardeuses, un peu plus aventureuses avec les règles de leur univers, ce qui fait qu'il est facile de se disperser et délicat de ne rien laisser incomplet quand on se décide enfin à terminer. Pourquoi s'embêter à le faire du coup? Comme dit au début, un grand nombre de séries à statu quo se passent d'avoir une fin. Parce que la fin de toute série est d'avoir une fin. Pardon? Je veux dire que se finir est la fin qu'il faut poursuivre depuis le commencement. Bon, j'aime les fins. J'aime que l'histoire aille quelque part. J'aime que les épisodes qu'on a vus aient servi. Dans une série à statu quo, chaque épisode paraît autosuffisant. Mais en réalité, il sert à développer le statu quo jusqu'à ce qu'on en ait exploré tous les aspects. Qu'on en ait tiré toutes les simulations intellectuelles et émotionnelles qu'on avait à en tirer. Et qu'on en ait extrait tous les messages qu'il y avait à en extraire. À ce moment-là, je veux que la série se termine. Je veux qu'elle me dise « Voilà où j'allais, voilà à quoi je sers ».
C'est la raison pour laquelle, vous l'avez sûrement remarqué, par moments, nous nous sommes permis de considérer comme la fin une fin de saison après laquelle la série a continué. Nous ne pouvons rien contre le fait qu'on vit dans un monde où on fait des suites après les fins. En revanche, nous sommes bien obligés d'affirmer que tel moment d'une série en était la fin, vu que, simplement, c'est la vérité. Parce que la fiction, ce n'est pas comme la vraie vie. Elle n'est pas vaine, elle a une fin, et donc elle doit finir, pour qu'on sache quelle était cette fin. C'est ainsi qu'on pourra dire si elle mérite qu'on s'en souvienne. Il y a presque 3 mois pour les vacances d'été. On s'est bien amusé, on a ri et chanté. Il est grand temps de fêter, de célébrer ce merveilleux été. On vous remercie d'être parmi nous. Merci, merci d'être parmi nous. Merci, merci d'être parmi nous. Merci d'être parmi nous. Merci d'être parmi nous. C'est à propos du temps qui nous rassemble. C'est à propos du temps passé ensemble.